Cet épisode du podcast est un peu particulier. D'abord parce qu'il s'agit du 10e épisode et qu'on s'approche bientôt de la fin de la saison 1. Mais aussi parce que, pour l'occasion, Parlons peu, parlons thèse a déplacé ses studios en Argentine, plus précisément dans la ville de La Plata, située dans la province de Buenos Aires. Et cet épisode, vous allez le voir, fait écho au précédent. Parce qu'après avoir parlé d'engagement féministe et d'archivage numérique de corpus textuels, nous allons continuer à explorer ces thématiques, mais en nous centrant cette fois-ci sur la conservation des corpus iconographiques. Et pour cela, nous allons parler de recherche-action, et notamment des défis scientifiques, mais aussi éthiques, parfois silencieux d'ailleurs, que cette pratique induit. Je vous invite donc à écouter le témoignage de Marjolaine, doctorante française installée à La Plata depuis plusieurs années, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Bienvenue sur Parlons peu, parlons thèse, un podcast sur le doctorat en sciences humaines et sociales. Alors Marjolaine, je suis très contente de t'accueillir pour un nouvel épisode du podcast où on va parler de plein de choses, on va parler de corpus, d'archivage et ça va faire un lien parfait avec l'épisode précédent. Est-ce que pour commencer, tu pourrais brièvement te présenter et nous dire quel est ton lien à la recherche actuellement ? Alors, je suis Marjolaine, donc j'habite actuellement à La Plata où je réalise ma thèse de doctorat sous la direction de Ana Longoni pour l'Université de Buenos Aires et sous la direction de Cecilia González pour l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc je réalise une co-tutelle et je travaille sur les activismes de rue transféministes dans la ville de La Plata. Et je suis également coordinatrice du pôle Con-Sud de l'Institut des Amériques, qui est hébergé à Buenos Aires, au Centre franco-argentin de la UBA. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les thématiques principales que tu es amenée à explorer dans le cadre de ce doctorat ? Donc, je m'intéresse spécifiquement à des formes d'activisme artistique, donc c'est-à-dire des modes d'action que des collectifs ou des artistes mettent en place dans l'espace urbain pour prendre position contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi pour proposer des nouveaux modes de subjectivation, d'invention au-delà des identités genrées. Et je m'intéresse particulièrement à l'archive puisque alors je suis encore dans une phase je suis encore au début de la thèse et donc dans ce cadre-là, je me pose la question des sources de la recherche. Et donc, lorsqu'on travaille avec des activismes éphémères qui ont des matérialités précaires, on doit également se poser la question de comment accéder à ces pratiques-là, comment les systématiser. Donc, je travaille aussi sur la question de création d'archives, mémoire orale et mémoire des luttes et des activismes. Et on parlera de ça tout à l'heure, comment garder cette trace de ces interventions. Et alors, si on reprend un petit peu au début, est-ce que déjà ces recherches de doctorat font suite à un travail de master ou est-ce que ça a été une réorientation thématique ? Alors oui, tout à fait. Moi, il y a vraiment une suite très claire. Puisque lors de mon Master 2, donc j'étais en Master études culturelles à l'Université Bordeaux-Montaigne, et j'ai déjà travaillé sur les activismes de rue féministes à La Plata, mais sur un cadre temporaire beaucoup plus resserré, c'est-à-dire que je me suis concentrée spécifiquement sur des productions de 2020-2021, donc c'est-à-dire justement le contexte un peu pandémie, post-pandémie. Et aussi avec un corpus beaucoup plus resserré. Donc, dans le cadre de la thèse, ça me permet d'ouvrir chronologiquement et aussi de constituer d'autres catégories d'analyse, de penser l'espace public de manière beaucoup plus ample en pensant également l'espace des réseaux, etc.
Et la formation précédente, est-ce que c'était aussi en études culturelles? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu au parcours post-bac? Comment Oui. est-ce que tu t'orientes vers cette discipline? Est-ce que ça va de soi? Est-ce que ça fait l'objet d'une réflexion? Alors j'ai un parcours post-bac, je pense, qui est un petit peu atypique, enfin, je sais pas, mais juste après le bac, je suis allée à Sciences Po Paris. J'ai fait un mois à Sciences Po Paris, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. J'avais fait un bac L et voilà, j'aimais pas du tout la manière d'enseigner, le côté très pluridisciplinaire, on avait beaucoup d'économie aussi. Et moi j'avais besoin de réflexion beaucoup plus littéraire, beaucoup plus axée sur l'art. Donc je suis restée un mois, je suis partie en licence humanité. C'est une licence qui s'appelait Humanité, culture antique et modernité européenne à Rennes 2. Et donc, en L3, j'ai réalisé un échange à La Plata. Et c'est là un peu où le parcours a dévié justement vers les études culturelles, puisque à La Plata, j'ai pu suivre des cours d'histoire de l'art précolombienne, et en fait, et puis on était à ce moment-là dans un mouvement très fort au niveau du féminisme, puisque c'était 2018, on était au moment de la campagne massive pour l'avortement. Donc je pense que c'est diverses expériences à la fois de comprendre un point de vue latino-américain et un point de vue féministe, et de les comprendre aussi épistémologiquement et de comprendre les enjeux d'un point de vue eurocentré. Ça m'a un peu fait réfléchir beaucoup sur ma manière d'approcher les lettres, l'art, etc. Et donc j'avais envie, une fois que je suis revenue en France, de continuer à me poser ces questions de la critique décoloniale, de la critique féminisme, et qu'est-ce que font ces expériences et voilà, et ces pensées critiques au savoir plus hégémonique, disons, qu'on peut encore enseigner d'une manière très traditionnelle dans les facs françaises. Donc voilà, pour moi c'était impossible. Je disais, si je retourne en mon master histoire de l'art, ça va être vraiment difficile parce que je vais me retrouver confrontée justement à cette histoire de l'art androcentrique, eurocentrée. Et, euh, et donc j'ai vu le master études culturelles. Alors je me rappelle, j'ai une amie qui m'a parlé des études culturelles. J'ai vu qu'il y avait un master à Montpellier, un autre à Bordeaux. Moi j'ai tout de suite écarté les masters de Paris parce que je voulais pas aller à Paris. Et, euh, et du coup, je suis arrivée à Bordeaux en master études culturelles. Et une fois en master, est-ce que se représente, je crois, l'opportunité de repartir? Mhm. Oui, un petit peu le choix de Bordeaux, c'était aussi puisqu'il y avait un échange. J'avais vu que le master avait une convention d'échange avec l'Université nationale de La Plata, donc qui est l'endroit où j'avais fait mon premier échange en L3. Et moi, c'est vrai que quand je suis revenue de l'échange, j'avais très envie de repartir, d'avoir cette possibilité de revenir à La Plata. Donc le master m'a permis de revenir, mais en fait c'est tombé au même moment que la pandémie. Donc j'ai fait ma première année de master en 2000, ça devait être 2019-2020, et puis je devais partir du coup en septembre 2020, mais ça n'a pas été possible dû à la pandémie. Donc j'ai pu repartir en février 2021. Et en fait, j'avais déjà commencé l'échange, donc je suivais, et comme évidemment à La Plata, c'était pareil, l'université n'était pas ouverte, mais ils donnaient les cours en ligne. Donc j'avais commencé mon échange et je suivais les cours en ligne, et je me rappelle que je les suivais le soir, comme il y avait un décalage horaire. Quand j'allais travailler, je revenais, j'avais cours avec La Plata. Mais j'étais contente d'avoir ces cours-là quand même. Ouais, on est sur un décalage horaire de 4 à 5 heures, donc c'est vrai que ça demande une certaine organisation. Et quelles sont les différences que tu as pu observer entre les modalités d'enseignement, les formations en Argentine et en France, l'approche de certaines disciplines thématiques? Alors il y a beaucoup de différences. Je pense que la plus flagrante éventuellement, c'est un peu sur l'organisation des études en général. Puisque les carreras, ce qu'on appelle, ce qui serait en fait les licences, sont très très longues.
Souvent, elle dure. Alors, le plan d'études dure de 5 à 6 ans, souvent, mais la moyenne d'années d'études pour avoir le titre de licence, souvent c'est plus 10 ans, ça dépend des facultés, mais en lettres, par exemple, les gens qui sont en lettres, c'est une moyenne de 14 ans pour avoir le diplôme de licenciatura. Donc, ça, c'est dû au fait que en fait, les plans d'études sont très exigeants. Et pour pouvoir passer à l'année suivante, en fait, pour avoir le diplôme, il faut valider toutes les matières qui font partie du portefeuille, on va dire. Donc, en fait, et c'est des matières qui sont souvent très lourdes, avec énormément de lecture. Une des grandes différences, c'est que ici, on lit dès la première année, on a énormément de lecture. Hein. Pour chaque cours, on va avoir, les cours sont longs, durent souvent 4 heures. Et pour chaque cours, pour chaque semaine, on doit préparer au moins 2-3 textes, articles, voire des livres également. Et donc pour moi, cette approche par une approche directe au texte que demandent les professeurs, ça permet d'avoir un rapport un peu moins vertical au savoir, c'est-à-dire qu'en France, on a, en tout cas pour les cours de licence auxquels j'ai assisté moi, je me rappelle qu'on avait très peu de lecture. Et on avait un peu voilà, le cours magistral où la professeure va euh, voilà, présenter les différents concepts, les différents éléments du sujet, en citant éventuellement les spécialistes, mais sans nous inviter à aller directement au texte, c'est-à-dire qu'on passe par un peu la parole du professeur pour accéder au savoir. Alors que ici, les cours sont plutôt axés sur l'idée qu'on tout le monde lit et puis on va venir à discuter des textes, on va venir à comparer des approches. Donc directement, on est dans une approche beaucoup plus critique et beaucoup moins verticale et les étudiants et les étudiantes participent beaucoup plus. Hein. Ça, c'est... Et du coup, une critique aussi de certaines approches, des débats dans la salle, au sein des cours. Les cours sont beaucoup plus longs aussi, donc il y a le temps de développer des choses. Et donc après, on est, si je me trompe pas, on est en 2022 quand tu finis le master. Oui. Est-ce que la perspective d'un doctorat se fait de manière fluide et est évidente ou pas? Et surtout, la question de où va se dérouler ce doctorat, sur le territoire français ou argentin? Alors du coup, moi j'étais installée à La Plata depuis 2021. Donc pour moi, j'avais pas envie de revenir en France pour faire un doctorat justement. Et j'avais pas non plus follement envie de faire un doctorat, c'était pas quelque chose, enfin c'était une possibilité, je l'ai jamais non plus totalement écarté, mais c'était pas un projet suite à la fin de mon mémoire parce que je faisais beaucoup de peinture à ce moment-là, donc j'étais plus ancrée dans une pratique artistique. Voilà, je donnais des cours de français, donc je me projetais pas forcément là-dedans. Et surtout parce que je me disais que pour aller faire un doctorat, il fallait de toute manière que je retourne en France, à Bordeaux. Et c'était pas quelque chose de souhaitable pour moi. Et en fait, à ce moment-là, s'est ouverte la campagne des contrats doctoraux fléchés de l'Institut des Amériques qui permettent d'être coordinateur ou coordinatrice d'un pôle scientifique sur son terrain. L'Institut des Amériques a 12 pôles en Amérique du Sud, enfin, répartis en Amérique du Sud et en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Et donc, chaque année s'ouvrent les postes sur différents pôles. Et donc, à ce moment-là, s'est ouvert le poste de coordinatrice de pôle à Buenos Aires. Et donc, c'était vraiment une opportunité qui me permettait de rester en Argentine. Voilà, durant 3 ans, d'avoir un contrat pour réaliser une thèse. Alors, c'est des contrats doctoraux classiques au niveau du travail. On va dire que c'est notre université qui est notre employeur. Donc, on est dans un régime contractuel de doctorants et doctorantes. Mais on a également, en fait, on est en mission longue sur un pôle à l'étranger et on va réaliser de la coordination internationale d'activités scientifiques.
Donc, moi, par exemple, sur le pôle de Buenos Aires, j'organise des journées doctorales internationales, on participe, donc c'est assez libre. Donc, moi, j'organise beaucoup de choses qui ont des liens avec mes sujets de recherche et mes thématiques. Et donc, pour postuler, il y a une campagne qui s'ouvre. Alors, il me semble que celle de cette année, je ne sais pas si elle est encore ouverte. Mais voilà, chaque année, il y a une campagne qui s'ouvre avec 2, 3 ou 5 pôles qui se libèrent. Il faut postuler en présentant un projet de thèse. Un projet de thèse validé par évidemment le ou la directrice, mais aussi par l'école doctorale. Pour pas qu'on se retrouve dans le cas de figure, par exemple, où quelqu'un est pris par l'Institut des Amériques, mais l'école doctorale refuse cette thèse, ce qui serait très bizarre, mais voilà. Il faut avoir, je le souligne parce que moi j'ai été évidemment, je l'ai fait très tard et je devais avoir une ultime signature le jour où il fallait rendre le dossier. Donc c'est bien de s'y prendre un peu à l'avance quand même parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire. Et c'est intéressant aussi d'avoir déjà des liens avec des structures scientifiques, dans la ville du pôle. Par exemple, moi j'étais déjà admise dans un groupe de recherche, donc ma directrice de recherche argentine a aussi fait une lettre appuyant ma candidature, etc. Mais voilà, c'est bien d'avoir, alors dans le cas où on n'a pas encore de réseau, et puis éventuellement de prendre contact avec un groupe de recherche ou de regarder s'il y a des personnes en lien avec nos thématiques de recherche qui pourraient nous accueillir, nous orienter, etc. Bon, après, c'est rien d'insurmontable. Voilà, puis c'est bien d'avoir aussi un peu d'expérience déjà en coordination éventuellement d'événements associatifs, scientifiques. Après, c'est vrai qu'on a une grande liberté en tant que coordinateur et coordinatrice on peut organiser vraiment des activités très diverses. Pour ma part, je vais également organiser des projections. Demain, on a un cercle de discussion dans un centre culturel aussi. Donc voilà, c'est des choses également, on peut organiser des choses qui sortent à strictement parler d'activités scientifiques au sein de l'académie. Oui, activité culturelle ou de vulgarisation scientifique, j'imagine. Donc il y avait une partie dossier et après une audition. Oui, une partie de dossier et une audition. Donc pour ma part, j'étais à La Plata, donc ils ont accepté de m'auditionner à distance. Voilà, je pense que dans le dossier, il devait également avoir une lettre de motivation, CV, tout ce qui est assez classique. Et puis, une audition avec des membres du conseil scientifique de l'Institut des Amériques. Et puis c'était tout. Et après, une fois que j'ai été sélectionnée, on a eu une session de formation à Paris, à l'Institut des Amériques, qui est situé au campus Condorcet, durant laquelle on nous a donné des clés un peu pour les missions de coordination, justement, qu'est-ce que ça voulait dire être à l'étranger dans une structure de coopération internationale. On a aussi des budgets à gérer au niveau du pôle, donc voilà, c'est des choses qu'on apprend à ce moment-là, et évidemment après on est très accompagné aussi dans notre travail. On a des structures d'accueil sur place, on est toujours en lien avec l'Institut des Amériques. Donc c'est vraiment des contrats super intéressants pour des doctorants qui font des recherches sur des doctorants et doctorantes américanistes. Et alors tu confirmeras, je le dis sous réserve de ton approbation, mais toi c'était un petit peu particulier parce que tu étais déjà sur le terrain avant de postuler, mais ce n'est absolument pas un prérequis. Évidemment, on peut même, j'imagine, ne jamais être allé sur le territoire en question avant de postuler. Oui, tout à fait. Moi justement, dans ma promotion, on était 3, mais les personnes qui ont été sélectionnées avec moi cette même année, il y en avait les 2 autres, mes 2 collègues, l'un d'eux n'était jamais allé sur son pôle, enfin sur le territoire en question. Donc oui, après ça peut peut-être complexifier un petit peu l'insertion, mais c'est une grande aventure justement. En tout cas, c'est pas du tout un prérequis. Et on peut candidater aussi depuis n'importe quelle discipline des sciences humaines et sociales. Tout à fait,
on est voilà, à l'Institut des Amériques, il y a des géographes, des anthropologues, des linguistes, des personnes qui travaillent en histoire de l'art, en sciences politiques. Donc oui, tout ce qui est sciences humaines et sociales. Et études hispaniques, hispano-américaines, j'imagine. Évidemment, études anglophones aussi. Je suis en train de réfléchir aussi à d'autres disciplines qu'on n'a pas citées, en littérature, études culturelles. Je pense qu'on a fait le tour. Et alors, je pense que c'est important pour comprendre comment tu passes un doctorat et les projets que tu mets en place. Tout à l'heure, tu as dit que tu faisais beaucoup de peinture. Tu étudies des artistes, mais tu es également artiste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ta pratique, si tu veux bien? Oui. Oui, donc moi je fais de la peinture depuis très longtemps. Et du coup, oui, j'ai toujours maintenu un peu une pratique artistique de dessin, peinture, photographie aussi. Et donc, quand je suis arrivée à La Plata, justement, cette première année, l'échange m'a permis aussi de suivre des cours de pratique artistique. Donc, j'allais à la fac justement pour suivre des cours, ce que je disais, en histoire de l'art, précolombienne, littérature féministe, mais aussi en peinture, scénographie. Et du coup, ça a été une ouverture super grande pour moi de pouvoir avoir une pratique artistique à la fois dans la fac et j'ai commencé aussi à travailler notamment avec Valentina Rivas Roles, qui est une peintre chilienne, très talentueuse, subjectivement parlant. Mais en tout cas, on a commencé à travailler toutes les deux et à faire beaucoup d'interventions aussi dans la rue. Ici, c'est très courant, en fait, les modes d'intervention de rue, que l'art soit tout de suite politisé, démocratisé aussi. Donc, il y a beaucoup de muralisme. Donc, j'ai commencé aussi, en fait, du coup, à penser différemment la pratique artistique, dans le sens où en France, je peignais, voilà, je faisais quelques trucs, parfois on exposait avec des amis, mais c'était toujours... en n'étant pas, en venant pas des beaux-arts ou d'une licence art plastique, j'avais jamais trop je donnais pas de circulation, on va dire, à ma pratique artistique, ou très peu, ou après j'avais un collectif de fanzine, on faisait des choses comme ça, mais voilà, une fois que j'étais en Argentine, j'ai vraiment pris conscience de l'importance et des possibilités de l'art dans la rue. Et de l'art en lien avec les luttes politiques aussi. Donc on a commencé à peindre des murales, à faire des interventions dans la rue. On a fait une exposition et en parallèle de cette exposition, on a fait coller des grandes peintures dans le mur en face. Donc il y a toujours cette idée de penser à l'intérieur et à l'extérieur. Donc la pratique artistique pouvait aussi expérimenter en dehors de la galerie, du musée ou de l'espace dédié à l'art. Et je pense que pour moi ça a été assez révélateur à ce moment-là. Et puis du coup, oui, je pense que ça un peu à partir de cette année charnière où j'ai continué à avoir une pratique artistique un peu d'atelier, on va dire, atelier dans ma chambre, dans des conditions précaires étudiantes. Je me rappelle quand j'étais à Bordeaux, j'avais un lit et je peignais à côté dans ma chambre. Mais du coup, justement, à Bordeaux, on a aussi, par exemple, créé le groupe, j'étais là au moment de la création du groupe des collages de Bordeaux. Et puis, j'ai aussi continué en France à avoir cet activisme féministe avec différents groupes et donc à voir un peu quel lien on pouvait faire justement avec la pratique artistique, la pratique du collage, etc. Et donc voilà, ici actuellement je fais partie du collectif Migradores, qui est un collectif féministe de gravure. Donc on réalise des sérigraphies, des xylogravures qu'on va ensuite coller dans la rue, notamment lors des manifestations. Et puis après d'autres collectifs ou d'actions plus spontanées. Mais en fait ici c'est très courant, on va dire, dès qu'il y a une marche, une manifestation, on va s'organiser avec différents artistes
pour intervenir à ce moment-là, pour créer des affiches que les gens puissent ensuite disséminer. Récemment, on a aussi réalisé une action plus théâtrale dans la rue. Donc voilà, c'est quelque chose qui continue de m'accompagner. J'ai moins de pratiques personnelles maintenant, mais voilà, toujours une pratique avec différents collectifs, pratiques politiques. Donc finalement, ta pratique artistique que tu faisais et que tu continues de faire sur ton temps libre et la recherche ont toujours été plus ou moins deux routes parallèles dans ta vie. Et il me semble qu'à un moment donné, ça s'est peut-être croisé, voire superposé. On parle beaucoup en ce moment de recherche-action ou de recherche-création. À quel moment tu envisages cette possibilité de mettre ces deux mouvements en connexion, en lien? Alors je pense que déjà dans le mémoire, j'en parlais un petit peu, alors pas tant dans la recherche-action, recherche-création, mais c'était surtout de prendre conscience que justement dans cette question d'accès aux sources, de contact avec les sujets de la recherche, il y avait quelque chose qui changeait dans mon rapport à ce que j'étudiais, puisque j'étais moi-même productrice, activiste. Donc les personnes que j'interviewais, je les interviewais en disant, je les connaissais d'être ensemble pour faire un collage ou faire un mural. Et je disais, je fais aussi une recherche, est-ce qu'on pourrait prendre un moment pour parler de ça? Donc directement, je trouve qu'il y a un rapport qui est très différent, puisqu'il y a une idée d'être un peu à la part, ou de partager la pratique, et aussi d'avoir conscience de ce qu'implique une pratique artistique dans la rue, notamment au niveau peut-être des questions plus matérielles, de temps, de technique, qu'est-ce que cela implique. Donc je pense que j'avais déjà une première conscience de ça, d'une position dans mon ethos de la recherche, on va dire, qui était un peu décalée, on va dire, par rapport à cette posture classique d'une chercheuse qui va à un endroit et voilà, collecte des informations. En fait, moi, j'étais dans un rapport à l'information très corporel, très actif. Donc il y avait la première personne qui apparaissait notamment dans mon mémoire. Enfin, je remettais un peu en question en reprenant notamment les épistémologies féministes, la question des savoirs situés par Donna Haraway. C'était beaucoup de textes qui m'ont permis notamment en fait de penser ça, de théoriser parce qu'il y a un moment parfois je parlais d'intervention, je ne savais même pas que j'avais participé à la faire. En fait, je parlais, voilà, cette intervention, nanana. Et après, je disais, non, en fait, il y a vraiment un élément qui est important. Mais c'est vrai, je pense que justement, quand on vient de la fac, on a du mal à le penser, en fait. On a du mal à l'intégrer. Donc, pour moi, les épistémologies féministes, elles ont été super importantes sur ce point de vue-là pour défendre une posture active et une porosité entre l'activisme politique et la recherche, en disant que c'est pas parce que j'étais aussi activiste et je participais à ce que j'étudiais que cela atteignait la qualité de la recherche, en fait. Au contraire. Puisqu'on a cette tendance à penser, moi c'est souvent la question qu'on me fait quand je présente mes recherches en France, que je vais influencer mon terrain et que du coup ça serait négatif pour la recherche. Alors qu'en fait, au contraire, pour moi justement, c'est une plus-value qui est super importante et intéressante et qui, en termes qualitatifs, on pourrait dire, augmente la qualité de ma recherche. Voilà pour un premier point. Et ensuite, je pense que ce qui s'est passé au niveau du doctorat, c'est que la perspective d'une recherche longue et de aussi m'insérer professionnellement dans le champ de la recherche m'a fait poser... j'ai commencé à me poser la question justement de quel rôle politique a le chercheur dans la communauté, la chercheuse. Et donc, j'ai commencé à me dire, comment ma recherche sert? Est-ce que je vais juste écrire une thèse et elle va être lue par les personnes qui ont accès les personnes qui lisent des thèses?
Ou est-ce que cette dédication que je vais avoir, ce salaire que je vais avoir pour dédier 3 années de ma vie, voire plus, on sait qu'on fait rarement une thèse en fait en 3 ans, euh, est-ce que cette dédication va seulement être une mise au service de la recherche, de l'académie, ou est-ce que justement la recherche elle peut aussi avoir un intérêt pour la société, pour d'autres personnes, pour la communauté dans laquelle je m'insère. Donc un peu à partir de cette réflexion et aussi d'un travail commun que j'avais avec plusieurs groupes, j'ai commencé à penser justement la question de l'archive et en me disant que donc moi j'avais besoin de créer une archive dans le cadre de ma recherche parce que je travaille avec des pratiques qui ne sont pas du tout systématisées. Donc moi je prends beaucoup de photos moi-même, je commence à les classifier, mais voilà, au lieu d'avoir un dossier avec un Excel ou une base de données privée, j'ai commencé à penser avec, évidemment, je dis je, mais ça a été notamment toute une réflexion qu'on a menée avec ma directrice de thèse, avec des amis, avec des activistes, avec aussi Guillermo et Vargas Kisogoni avec qui on travaille sur ce projet. On a commencé à penser à une possible plateforme d'archives ouverte, autonome, qui pourrait être utilisée également par les activistes pour archiver leurs actions. C'est un projet que j'avais commencé un petit peu à faire lors de mon mémoire de master, puisque dans ce cadre-là, je prenais beaucoup de photos en fait des interventions que je voulais étudier. Je les prenais en photo et je les cartographiais sur Google Maps. Justement pour avoir une vision. Moi j'ai toujours la préoccupation de me dire mais en fait si j'étudie les groupes que je connais en étudiant seulement leur production, je m'éloigne des pratiques de l'activisme de rue qui justement l'activisme de rue c'est quelque chose de beaucoup plus spontané, collectivisé, anonymisé. Donc je comment revenir à cette logique de la rue sans réifier ou sans imposer à ces pratiques et à ces expériences un prisme qui vient un peu de l'histoire de l'art, de dire on va étudier tel artiste, on va étudier tel groupe. En fait, je voulais un peu prendre conscience de tout ce qui se crée dans le paysage de la rue, en prenant en compte toute cette globalité et en pouvant intégrer dans la recherche des graffitis, je ne savais pas qui les avait faits, et en prenant cette multivocalité, on va dire, en étudiant cette multivocalité qui apparaissait sur les murs. Donc je prenais des photos et je les cartographiais sur Google Maps. Aussi en pensant que c'est intéressant si cette carte était ouverte à tous et toutes, que ça pouvait servir aussi aux activistes. C'est-à-dire, ah bah oui, en fait, on intervient beaucoup dans ce quartier, mais pas beaucoup dans celui-là, où est-ce qu'on doit aller, etc. Et donc c'était une première mini-expérience et voilà, dans la thèse de doctorat justement j'ai commencé à repenser cette expérience en me disant bah, en fait faudrait que j'en discute avec des activistes, voir qu'est-ce qu'on veut faire pour que ce soit une plateforme ouverte, qu'eux et elles puissent charger leurs archives, etc. Voilà. Et alors là, on voit que la réflexion est déjà bien aboutie et que tu as résolu peut-être certains dilemmes qui se sont présentés au départ, mais est-ce qu'il y a eu des moments peut-être de doute ou des défis intérieurs? Je me dis, quand on se rencontre, tu dois à la fois travailler avec des activistes, avec des chercheurs et des chercheuses. Est-ce que parfois tu t'es retrouvé un petit peu dans cet état où tu dois travailler avec deux méthodologies différentes, avec ton propre engagement peut-être politique aussi, ton engagement scientifique? C'est des notions qu'on a beaucoup abordées dans l'épisode précédent avec Aurore. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue aussi. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te posais peut-être des questions, où il y a eu des moments de doute? Alors oui, je pense que le doute est permanent. Je pense que c'est peut-être quelque chose de commun à toutes les personnes qui se dédient à la recherche. Je sais pas, mais en tout cas pour ma part, le doute est toujours là de voilà, quelle pratique politique, située, de recherche mettre en place. Et notamment qu'on travaille avec
expériences et des pratiques vivantes, enfin, qui changent, avec des sujets de mémoire aussi qui sont actuels. Alors, j'ai pas de moment précis en tête, justement, où les éventuelles contradictions sont apparues, mais notamment, c'est quelque chose dont on parle beaucoup avec Irénée Pocchetti, qui est une amie et chercheuse, qui travaille sur les quartiers populaires au Mexique. Et donc un projet aussi de recherche-action. Et en fait, on a notamment proposé de créer un atelier pour le colloque de l'Institut des Amériques de 2025, en proposant de réfléchir aux écueils de la recherche-action, justement à ces zones d'incommodité, de contradiction qu'on peut traverser, parce que, un peu en partant de l'idée que beaucoup de fois, on est, je pense, dans un moment où la recherche-action, création est très à la mode, où on nous incite aussi à faire des recherches-actions parce qu'on se rend compte que l'académie n'est pas une institution en dehors de la société, les chercheurs ne sont pas des êtres totalement autonomes qui n'ont pas d'affect, d'émotions, qui guident justement leur pratique de la recherche. Donc ça, c'est évidemment grâce aux épistémologies féministes, mais aussi au savoir trans, justement dans les années 90, quand on va commencer à avoir d'autres sujets qui intègrent l'université et qui commencent à dire non, en tant que sujet producteur de savoir, j'ai un point de vue traversé par des questions identitaires, des questions d'affect, et traversé aussi par historiquement une violence épistémologique, typiquement l'homme blanc occidental qui va étudier les populations originaires ou les personnes trans, etc., en objectifiant d'autres subjectivités qui vont sortir de ce sujet hégémonique. Donc quand ces sujets objectifiés, quand on commence à produire également des savoirs et à produire des théories qui leur permettent de s'énoncer comme sujet producteur de connaissances, il y a tout un basculement de cette supposée autonomie, objectivité de la recherche. Donc, pour moi, au niveau bibliographie, évidemment Donna Haraway, Gloria Saldúa, Spivak, et après, plus au sud, on va voir Maria Lugones, Rita Segato, Silvia Rivera Cosicam. Voilà, on a beaucoup de voix qui sont très intéressantes, notamment au niveau des épistémologies des Suds, et qui permettent de défendre un point de vue situé depuis l'académie. Mais voilà, justement, pour revenir à ce qu'on proposait avec Irénée, c'est que parfois on a un peu une vision... alors comme la recherche-action, création est novatrice, est intéressante et est engagée politiquement, on trouve que c'est suffisant souvent. En invisibilisant peut-être réellement quel impact a cette recherche-action. Par exemple, quelles sont les conditions matérielles. Alors parfois, oui, c'est super qu'une chercheuse va construire un projet, je sais pas, d'économie solidaire avec des populations d'un territoire précarisé. Mais il y a souvent des questions telles que qui retire les bénéfices, le capital symbolique, les bénéfices réels de cette recherche. L'académie, c'est encore quelque chose qui fonctionne avec un seul nom pour écrire une thèse, par exemple. Moi, ma thèse, même si 1000 personnes y participent, et pour moi sont autant producteurs de connaissances que moi, c'est moi qui vais retirer les bénéfices symboliques et les possibilités de carrière aussi suite à cette thèse. Donc ça, c'est des choses, c'est pareil, moi je suis française, alors certes migrante en territoire argentine, mais il y a toujours ce biais qui est là.
Et justement, je pense que parfois, c'est des biais qu'on invisibilise au profit d'une vision un peu romantisée de la recherche-action. Alors que pour moi, justement, la question c'est de se confronter à ces biais, de se dire que l'horizontalité, elle ne va pas être possible de toute manière. On part sur des inégalités, des différences dans qui à quelle voie compte le plus, dans les questions matérielles. Donc, je pense que c'est très important de ne pas les invisibiliser, mais de les mettre au centre, de mettre ces problèmes au centre de nos praxis aussi de la recherche. C'est un peu ce qu'on veut faire avec Irène Hénin, pour reprendre un peu aussi tout ce qui se travaille au niveau de la théorie queer, des savoirs sexo-dissidents, etc. On parle beaucoup en ce moment d'incommunité, de savoirs négatifs et justement de affects négatifs. Je pense que c'est important de pas mettre sous le tapis les contradictions qu'on peut avoir, parce que je pense que c'est encore pire justement, mais plutôt les exposer, les mettre à jour, les discuter. Donc voilà, et moi je me rends compte justement dans Constellaciones que ce qu'on fait, c'est qu'on va jamais être dans une situation d'égalité. Donc c'est plutôt voir comment on arrange les choses, comment on essaye de penser des économies de ces projets-là qui puissent circuler, quel type de rémunération vont être les bénéfices pour les acteurs, et pas juste un bénéfice de vous participez à ça, c'est génial, mais sinon est-ce que vous allez avoir un bénéfice économique, comment on comptabilise le temps que vous donnez à ce projet-là. Moi personnellement, j'ai un contrat, j'ai une relation contractuelle, un salaire qui me permettent de me dédier à ça, mais les personnes avec qui je travaille, non. Donc après, c'est des choses que je dis maintenant depuis une propre expérience, mais il y a beaucoup de personnes, de groupes qui travaillent sur ces questions-là. Même parfois, il y a des accords écrits qui se font, notamment des peuples originaires qui ont rédigé des chartes qu'ils présentent à chaque anthropologue qui voudrait travailler avec la communauté et qui doivent être écrites et acceptées. Puisque parfois, on a même des bonnes intentions, mais qui vont finalement être à l'encontre des populations avec qui on travaille. Par exemple, il y a des exemples très clairs de recherches qui ont été faites dans les années 90 sur des populations travestis trans à Paris, qui montraient que c'était des collectifs qui étaient extrêmement exposés au VIH. Et du coup, c'était un peu pour montrer que c'était des populations très vulnérabilisées, très précarisées, qui n'avaient pas accès aux soins, qui étaient exclus du système de santé publique. Mais en fait, suite à la publication de ces résultats, où les personnes trans et travestis ont commencé à dire en fait nous on ne veut pas que ces résultats soient publiés, puisque cela peut mettre en danger notre position migrante, en disant en fait avec tout ce qui se passe quand on parle d'épidémie au niveau social, en disant c'est des personnes qui mettent en danger le corps social, puisque on va dire, je ne sais plus les nombres exacts, mais 70% des personnes travesties ont le sida, donc on ne veut plus accepter ces personnes. Et en fait, ça va continuer à les ostraciser ou ça va les exposer à des violences encore plus fortes. Donc il y a un enjeu qui est très important, je pense, de penser l'agenda de la recherche, non depuis une propre curiosité ou depuis la nécessité de l'académie, mais depuis aussi les nécessités des communautés, non ? À qui ça sert ? Pourquoi on va faire ça maintenant ? Dans quel contexte ? Comment on le fait ? Et aussi comment on fait circuler ces résultats et de quelle manière on expose les gens ou non. Alors, de manière, je pense que c'est quelque chose auquel toi aussi t'es exposé dans tes recherches, mais par exemple, nous, on peut avoir accès à des données sensibles sur la question d'engagement politique des artistes, qui dans certains contextes vont pas du tout être des données sensibles, mais dans d'autres contextes de criminalisation de la manifestation vont être des données qui peuvent intéresser la justice, ou qui peuvent vraiment exposer les personnes avec qui on travaille. Donc ça, c'est des vraies questions.
Et je pense que c'est des questions qui sont pas seulement à se poser nous, chercheurs et chercheuses, mais sinon à les ouvrir avec les populations avec lesquelles on travaille. Donc comment est-ce qu'on va publier ces résultats, comment est-ce qu'on nomme les personnes. Parfois on a des données qui peuvent être très intéressantes du point de la recherche et qui peuvent permettre de valoriser un terrain auquel on a accès et qui serait très novateur. Mais en fait, on ne pourrait pas publier ces données puisqu'on va exposer des gens. Donc là encore, c'est où on se situe et de quel côté politiquement on se situe entre l'académie et entre les conditions sensibles, matérielles des personnes. C'est là où on se rend compte que les sciences humaines et sociales ont un véritable impact dans la société et qu'il y a une responsabilité, une éthique du chercheur et de la chercheuse. Même si parfois, quand on se met dans notre bureau, dans un espace clos, on a tendance à parfois être un petit peu déconnecté de la société, mais en réalité non. Alors maintenant, si on revient sur la création de cette plateforme qui est vouée à la fois, et encore une fois tu me corriges si besoin, mais à être un support pour ta thèse, pour mettre à disposition ton corpus, des lecteurs du manuscrit certainement, mais c'est aussi un projet qui va au-delà du doctorat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le mode de production, réalisation, je ne sais pas comment l'appeler parce que c'est quand même quelque chose qui est sur le web et qui implique des financements, de travailler avec des développeurs et bon, je suis pas sûre que tu viennes de ce milieu-là à la base, je crois que tu l'as un petit peu découvert, donc est-ce que tu peux nous partager tes aventures et peut-être tes mésaventures aussi, encore une fois l'idée c'est de partager des conseils aux autres. Alors, oui, donc pour revenir un peu sur la genèse du projet Constellaciones, donc comme je le mentionnais, voilà, j'avais réalisé une première cartographie avec les services de Google Maps qui n'était pas du tout, voilà, qui ne me permettait pas de répondre à mes besoins réellement de recherche, qui impliquait en plus de devoir, voilà, être limité par l'espace de stockage. Il y a un moment, mes données s'étaient effacées, enfin voilà, c'était très compliqué de travailler avec ça. Et puis, voilà, tout ce qui implique aussi travailler avec Google, être un peu dépendant de ses services. Et donc, je pensais un peu si je pouvais, j'avais exploré des questions de OpenStreetMap, etc., d'autres logiciels de cartographie, mais c'est vrai que c'était quelque chose desquels j'étais assez éloignée. Je n'ai pas vraiment de ressources ou de formation. Et quand j'ai commencé mon contrat avec l'Institut des Amériques, j'ai rencontré Guillermo Vargas Kisoboni, avec qui est anthropologue de formation et qui s'est aussi reconverti dans la question de création de plateformes numériques pour la recherche et l'art. C'est quelqu'un qui est en train de finir une formation en UX design, donc en langage courant. C'est les personnes qui conceptualisent les recorridos, les parcours des utilisateurs sur les plateformes. Donc où est-ce qu'il est le bouton, comment, quand on fait clic là, ça va où, etc. Comment fait le menu, en fait comment une plateforme peut répondre à toutes les fonctionnalités et comment cela va se déployer et bouger sur l'écran. Et donc il m'a dit mais c'est super ce projet de recherche, mais moi je veux bien, on pourrait travailler ensemble pour faire un projet et réaliser cette plateforme dont tu as besoin dans ta recherche. Et du coup on a commencé à se réunir, à parler, à conceptualiser tout ça et au fur et à mesure. Et donc alors Guillermo était justement dans une période de sa vie où il avait une disponibilité pour commencer un projet sans financement parce que c'est quand même un très gros travail qu'on a réalisé sans financement spécifique au début. Et puis on a commencé alors évidemment à intégrer des groupes activistes, donc moi beaucoup dans le travail de terrain on va dire. Voilà, j'ai commencé à dire au collectif avec qui je travaillais, on est en train de penser ça, l'idée ça serait de faire la même chose que j'ai fait sur Google Maps, mais que tout le monde puisse participer et que on utilise une interface, qu'on construise nous-mêmes, qu'on code nous-mêmes.
Et donc petit à petit, le projet a pris de l'ampleur. Et en fait, moi, alors c'est là vraiment, je pense, où la pratique artistique a permis et a vraiment donné un souffle à la recherche, puisque j'ai commencé à créer, à faire des ateliers avec les différentes personnes, puisqu'il y avait plein de questions qui se posaient en fait. C'était pas seulement on fait une plateforme d'archives, c'était mais alors comment on classe ces données-là? Pourquoi vous l'utiliseriez? Comment on va appeler ces catégories? Qui a accès? Qui n'a pas accès? Qui peut charger les archives? Quelles limites on en a à l'archive? Est-ce que c'est quelque chose qui est situé à La Plata? Est-ce qu'on intègre d'autres territoires? Donc, il y avait plein de questions politiques, épistémologiques, éthiques qui se posaient et qu'on devait après traduire. En fait, c'est super compliqué de systématiser. Enfin, ça, c'est tout le travail archiviste, non? De créer un tableau de systématisation, un tableau archiviste avec des catégories. Et aussi, nous, on n'est pas des archivistes, mais du coup, on allait s'éloigner aussi d'une science archivistique classique, puisque ce qu'on fait, voilà, c'est pas. Alors, je pense que les archivistes regarderaient ça et seraient un peu outrés, puisque voilà, on ne travaille pas avec la catégorie de fond, de collection, on a créé d'autres catégories. Donc, il y a une ouverture de la réflexion et la création d'objets qui nous permettaient de réfléchir, c'est-à-dire des petits fanzines, des publications artisanales, mapas conceptuales, des cartes conceptuelles, des dessins, voilà, qui nous permettaient un peu de penser avec d'autres outils, parce que moi je disais en fait si j'écris un article là-dessus, ça va pas nous aider. Donc il y avait besoin en fait de créer d'autres ressources, d'autres supports pour réfléchir et pour réfléchir collectivement. Donc ça, c'était toute une première étape, et puis au fur et à mesure, on a eu un peu on a commencé vraiment à designer la plateforme, on a eu un peu plus de visibilité sur ce projet, puis on a commencé à rédiger des projets pour avoir des financements. Grâce au Pôle Cône Sud, on a pu faire une alliance avec l'Institut français d'Argentine, qui nous a permis d'accéder à un financement dédié à la coopération régionale. Et donc, on a eu un premier financement qui nous a permis notamment de payer des personnes qui font le design visuel de la plateforme. Pour nous, c'était super important que l'esthétique de la plateforme soit vraiment radicalement différente que l'esthétique, par exemple, je sais pas, on veut trouver des archives à la Bibliothèque nationale ou sur le site de n'importe quel archive institutionnel mis en ligne. Et on a une esthétique qui nous indique où on se trouve, avec qui on parle, à quel public sont destinées ces archives, ces bases de données. Donc pour nous, voilà, c'était très important de se situer dans une esthétique qui puisse parler à des activistes, puisque le but de la plateforme, c'est aussi que, par exemple, il y a beaucoup de groupes comme, par exemple, Arte al Ataque, qui est un groupe d'activistes un peu historique de La Plata et qui va réaliser des campagnes graphiques, c'est-à-dire, par exemple, pour la Palestine, va appeler des artistes à participer et puis après réaliser des affiches que tout le monde peut télécharger pour recoller ensuite dans la rue. Donc, on avait besoin de cette fonctionnalité-là aussi, que les activistes puissent l'utiliser dans une autre perspective que étudier ces pratiques-là ou réaliser une chronologie ou voilà, enfin, une autre perspective que l'étude. Alors évidemment la perspective de la conservation pour transmettre ces mémoires-là, mais aussi la perspective d'avoir un tiroir en ligne avec toutes ces affiches-là et on peut les imprimer où est-ce qu'on soit, quand on veut, etc. On peut y avoir accès. Donc on est vraiment alors sur la question des contradictions, dialogues, on est vraiment dans un travail où on essaye de combiner des objectifs et des attentes. Alors on a des mêmes intérêts, non? Tant les chercheuses que les activistes ont besoin de mettre en ligne ces archives, ont besoin d'y avoir accès, ont envie de les conserver. Alors quand je parle de ces archives, c'est souvent des photos, puisque c'est des photos d'intervention. Par exemple des photos de murales, de pégatines, de collages, de stencils, enfin de pochoirs, performances, mais aussi des photos de manifestations, de festivals, tout ce qui a lieu vraiment dans l'espace de la rue, depuis un mode de faire artistique et politique,
Et on va aussi avoir des documents digitalisés, par exemple, voilà, des affiches, des fanzines, des... euh, comment on dit pamphlets, Pamphlet. des pamphlets, voilà, tout ce qui est distribué, des tracts, tout ce qui peut être scanné et digitalisé. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche à activer, à archiver. Et, et donc voilà, on a eu ce financement-là, on a pu réaliser une esthétique qui nous permet de nous situer depuis l'activisme aussi. Et, et puis on a pu commencer à développer. Donc là, on est dans l'ultime phase de développement de la plateforme. Et on va commencer à charger les archives des groupes. Donc il y a des groupes activistes qui participent, des artistes et aussi des groupes de chercheurs et chercheuses, notamment un groupe situé à Rosario. Alors, c'est une question peut-être un peu difficile quand on ne peut pas montrer et qu'on est obligé d'expliquer uniquement avec la voix, mais est-ce que tu pourrais donner quelques caractéristiques de cette esthétique? Tu disais une esthétique qui nous permet de nous situer d'autre part. Quelles sont les caractéristiques stylistiques? Alors, on a eu tout un travail de réflexion, notamment sur la couleur. Donc, on a choisi que ça soit en noir et blanc la grande partie, et ensuite on a les éléments stylistiques, par exemple le logo, les polices, etc., qui sont en jaune. Et on a quelques touches de rose, vert, des couleurs un peu fluo. Ensuite, alors il n'y a jamais de fond blanc. Tous les fonds de chaque page, alors chaque espace de la plateforme, tant l'espace pour rechercher ou l'espace un peu qui dit qui sommes-nous, ont un fond qui a été fait. En fait, ce qui est important de dire, c'est qu'on a invité 2 activistes, artistes graphiques, à participer dans cette élaboration. Donc, ce qu'elles ont fait, notamment l'une d'elles qui a plus travaillé dans ce sens-là, c'est de réaliser des visuels à la main. Par exemple, le logo Constellaciones, c'est un pochoir qu'elle a fait et ensuite qu'elle a peint avec de l'aérosol et scanné. En fait, tout est fait analogiquement, scanné pour passer virtuellement. Donc, on a tout ce qui est la police également. On a créé une police pour Constellaciones. Enfin, elle, Cande, qui est un projet qui s'appelle Action Colmena. Et voilà, elle a créé une police. Elle a créé des fonds avec des textures. Tout est très texturisé. Et ensuite, on a des illustrations. Par exemple, quand on arrive sur Constellaciones, on a un pop-up qui dit bienvenue. Et en fait, on a un petit. Alors, c'est un petit animal. Parfois, on dit que c'est un lapin, parfois, on dit que c'est une petite souris ou un rat. Mais voilà, on a un petit animal qui nous parle. Moi, j'aurais dit un lapin. Un lapin, ok. Donc, le lapin Constellaciones. Et après, on a un menu aussi qui est assez spécial parce que c'est un système de gros boutons. Un peu en reprenant aussi une esthétique digitale des années 2000 avec des gros boutons qui nous indiquent est-ce que tu veux explorer, est-ce que tu veux chercher, le manifeste, etc. Donc je pense que ça se note, c'est un peu l'une des caractéristiques les plus importantes, c'est que tout est fait d'abord à la main et qu'on a travaillé avec des personnes qui ne sont pas des designers visuels, en fait, qui sont des artistes justement qui font beaucoup de choses dans la rue. Et est-ce que tu pourrais parler du nom qu'on traduirait par constellation, ça irait d'où il survient? Parce qu'il y a aussi cette idée, je vois même visuellement sur la plateforme, avec le logo, de mise en réseau. Pourquoi cette métaphore filée tout au long du projet? Alors, je pense que c'est marrant parce que c'est un nom en fait qui est resté, qui n'a pas été le fruit d'une réflexion très longue. Au début, dans les premiers ateliers de réflexion qu'on a eu avec Guillermo, on essayait de penser comment on peut l'appeler. Puis moi je dis Constellaciones, c'est un mot qui s'utilise en ce moment justement pour parler de cette idée de cartographier, mettre en lien des éléments dispersés, mais sans viser à une exhaustivité, à une classification très systématique. Justement, c'est un peu, j'ai l'impression, un terme
qui parle de cette mise en lien sans chercher à une systématisation scientifique exacte. Et puis on aimait bien ce parallélisme un peu, en fait, Constellationes vise comme si on avait dans la rue certains points, c'est-à-dire on veut faire une recherche sur tous les murales qui se sont faits, contexte actuel, contre le gouvernement de Milei. On fait cette recherche sur la plateforme et on va avoir 6 points. Alors, tout d'abord, dans cette première phase de développement, on ne va pas développer la carte, mais dans le futur, on veut qu'il y ait une cartographie également. Et donc voilà, en fait, l'idée de mettre en lien des points dans la rue, et si on regarde de haut, ça crée comme une constellation, des étoiles qu'on va mettre en lien, et ce parallèle avec le ciel, l'idée du ciel et de la rue. On pensait beaucoup aussi à l'idée du nuage, quand on parle de la web comme un nuage. C'était un peu passé ces interventions de rue dans le nuage, donc dans le ciel, donc, comme réaliser cette constellation en fait, visualiser cette constellation. Et moi j'aimais bien aussi le côté un peu opaque que ça a. Je pense que personne ne sait trop ce que c'est si on dit juste Constellaciones, mais en fait on a continué à le nommer comme ça, nommer ce projet comme ça, et on s'y est fait et ça a marché. Et après, c'était marrant parce que l'autre jour, on a eu une réunion avec un groupe de chercheurs. Ils me demandaient mais pourquoi Constellaciones, et je leur racontais un peu cette histoire-là. Et puis ils me disaient moi je pensais que c'était la lecture benjaminiana, de Walter Benjamin, des constellations. Et en fait, bon, c'était pas la référence de base, mais évidemment, et du coup, il y a plein de couches de sens. Je pense que pour chacun et chacune, c'est un peu différent et il y a des couches de sens qui viennent s'ajouter. Et après, ça a été un point de départ pour faire, comme tu le disais, une métaphore filée, c'est-à-dire que Constellaciones a aussi une newsletter et on l'a appelé Bolletin Estelar, comme le bulletin estelar, le bulletin des étoiles, et on joue beaucoup avec ça. J'ai pas forcément envie d'intégrer dans ce projet un mot anglophone, mais en tout cas, le nuage, il faut aussi penser au cloud, de l'archivage. Oui, c'est ça. Mettre en ligne. Et alors, pour terminer, Là, t'es au début du projet, et en même temps, il est imminent, puisqu'il sera bientôt mis en ligne. Mais si maintenant tu devais penser à long terme, et c'est le moment où tu es libre, tu as le droit d'imaginer, on est dans une galaxie parallèle, qu'est-ce que tu souhaites à Constellationes? Est-ce que tu aimerais quel chemin t'aimerais qu'ils prennent? Quel futur tu rêverais pour Constellationes? C'est difficile comme question. Déjà, on aimerait bien que la plateforme soit en ligne, et comme je le mentionnais, qu'on puisse intégrer dans le futur cette cartographie, qui est un peu le but. Et après, avec Constellationes, on travaille beaucoup aussi à une mise en lien réelle. C'est-à-dire qu'on s'est constitué comme un réseau, ça s'appelle le réseau Constellationes, qui lie tous les groupes de recherche et les activistes et les artistes qui participent au projet. Et qui a aussi vocation, en fait ça s'est un peu constitué comme ça, à chaque fois qu'on faisait des ateliers, ça nous permettait de parler avec des activistes de nos pratiques activistes et d'avoir une vue d'ensemble, ou avoir un moment de retour sur les actions, parce que c'est vrai que souvent on se rencontre dans la rue sans forcément parler de pourquoi on fait ça, et pourquoi on ferait pas plutôt ça, et est-ce que c'est vraiment efficace, ou alors c'est des discussions qu'on a internes à chaque groupe, mais on n'a jamais le temps ou l'occasion, même si on se connaît tous et toutes, de se rencontrer entre groupes pour parler de notre pratique. Si on se rencontre, ça va être pour préparer quelque chose. Donc, et puis on n'a pas aussi ce dialogue activiste chercheurs et chercheuses, parce que voilà, les chercheurs et les chercheuses vont communiquer dans des colloques, écrire des livres, des thèses, des articles, qui vont pas forcément dépasser les sphères du monde académique. Donc le réseau Constellationes, il a aussi pour but de créer des rencontres physiques entre ces gens et des dialogues pour répondre aux conjonctures qui sont les nôtres aussi, analyser les contextes, partager des expériences. Voilà, comme l'activité que je mentionnais qu'on fait demain. Donc moi mon rêve, ça serait, je sais pas, qu'on fasse des rencontres Constellationes où on puisse réunir tout le monde, parce qu'on a pareil, on a une personne qui est au Chili, on en a qui sont en France, Guillermo qui est en France,
beaucoup de gens à La Plata, aussi des gens à Rosario. Et à chaque fois que je parle du projet, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'y intégrer. Donc voilà, qu'on puisse avoir une rencontre une fois par an pour parler, pratiquer, etc. Et puis aussi qu'on puisse intégrer de plus en plus de fonds. Ça serait bien. L'idée, c'est vraiment de mettre en lien des archives qui n'ont pas de support physique forcément, mais aussi s'il y a des archives qui ont des supports physiques, de faire ce travail de digitalisation. Et donc pouvoir charger ces fonds et ensuite éventuellement aussi développer d'autres possibilités de la plateforme. Par exemple, pour l'instant, on va avoir un mode de recherche très basique. On a une recherche simple par mot et une recherche avancée qui permet d'ajouter beaucoup de critères, de thématiques, techniques, nombre de participants, etc. Mais voilà, on aimerait bien avoir une page d'accueil avec des collections faites, des formes d'explorer l'archive aussi beaucoup plus sensibles. Ça serait intéressant, mais voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais absolument dire et pas repartir sans l'avoir dit? Non, je pense pas. Je pense que vous pouvez suivre Constellaciones sur les réseaux sociaux et si vous voulez recevoir la newsletter, laissez votre mail. Je sais pas sur quel. Oui, sur l'Instagram de Parlons peu parlons thèse, on peut facilement vous mettre en contact. Et alors l'Instagram de Constellaciones, c'est Constellaciones? C'est Red Constellaciones. Vous venez d'écouter Parlons peu parlons thèse, un podcast réalisé par Caroline et produit par Avispa. J'espère que vous avez passé un agréable moment et à très vite pour un prochain épisode.